À 20 ans. À 20 ans. À 20 ans, vous êtes parti avec une amie, elle a acheté un voilier, c'était la mère de Delphine Seyrig, votre grande amie Miette de Saussure, et vous êtes parti naviguer. C'était en quelle année? C'était en 1922, en décembre 22, nous avions fait venir un bateau du Havre à Marseille. Nous avions navigué sur le lac de Genève chaque été, et nous voulions aller plus loin que le lac. Et alors, elle était malade parce qu'elle avait soigné des prisonniers de guerre. Elle avait été en clinique pendant 2 ou 3 mois. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais l'hiver prochain? Et moi, je ne savais pas. Je voulais pas apprendre de métier. Je voulais pas vivre en ville. Et alors, nous nous sommes rejointes à Marseille. On a armé le bateau pour 6 mois et on a navigué 6 mois en Méditerranée. Vos parents, la famille, la société a accepté que vous n'appreniez pas de métier, que vous partiez à l'aventure en 1922? Les Anglais disent « Where is a will, there is a way ». Je ne voulais pas vivre en ville. Et avec mon ami, nous avions un motto « Ne jamais devenir des grandes personnes ». Ils sont à côté de la plaque, tout ce qu'ils font ne vaut rien. Vous avez réussi à ça, à ne pas devenir une grande personne? J'espère. Mais ça me fait faire des erreurs de politesse très souvent. C'est pas grave. Et là, Maillard, à un moment donné, votre amie vous a abandonné, et c'est elle qui avait l'argent, vous n'étiez pas quelqu'un de riche. Vous. Ses parents étaient divorcés, elle avait reçu donc de l'argent, et après cette deuxième croisière en Méditerranée allant de Marseille à Athènes, là on était 4 filles, un bateau sans moteur, alors il nous fallait un bateau plus grand, parce qu'ayant rencontré Alain Gerbaud en 23 quand il partait pour New York, il avait les mêmes idées que nous, mais lui avait fait la guerre. Il avait vu l'horreur de la guerre. Mais nous étions d'accord. Il est parti en solitaire et on a toujours correspondu et dit si lui arrive en Polynésie, nous à 2 on ira sûrement. Et alors par la suite, mon ami a acheté un pilote du Havre, un bateau très marin, et nous avons commencé à nous entraîner dans l'Atlantique, faire la pêche au thon. Et puis là-dessus, mon ami est tombé malade. Et au bout de 3 mois, elle était toujours très peu bien. On a dû annuler ce départ pour le Pacifique. Nous avions 9 mois de provisions à bord et on était absolument sûrs de réussir. Et puis voir là-bas ce qu'on aurait fait. Alors, par la suite, j'ai navigué sur des bateaux anglais en espérant toujours trouver un bateau qui partirait pour la Polynésie en me disant il faudra que j'essaye de trouver une manière de vivre là-bas puisque j'ai pas de fortune. Vous étiez inquiète? Je ne savais pas comment j'allais résoudre le problème. Enfin, c'était le problème à ce moment-là. Alors, mon ami se mariant... vous l'avez vécu comment, le fait qu'elle se marie? Parce que... Moi, j'ai fait un peu de la vie à Paris, à Londres, à Berlin, ensuite, par la suite, jusqu'en 1930. En ouvrant les journaux, en voyant ce qu'on demandait comme travail, je faisais n'importe quel travail. Alors, j'ai donc aussi navigué sur des bateaux anglais. Il y a un livre qui va sortir chez Payot Paris qui s'appellera Vagabond dans la voile, où je raconte ces années de cafouillage épouvantable. Je ne savais pas ce que j'allais devenir. Et vous mariez, vous, contrairement à votre ami, ça ne vous a jamais tenté? Alors, je n'étais pas contre, mais je voulais trouver un copain qui ait le même, j'allais dire, idéal que moi, qu'on aille ensemble vers le même but. Et le mariage de votre amie, ça a été une séparation d'avec elle ou pas? Ah, pour moi, c'était terrible puisque nous partions pour naviguer. Alors, je crois qu'elle a été heureuse avec Henri Seyrig, qui était un archéologue. Elle a vécu au Liban, à Beyrouth. Et j'ai plusieurs fois fait des séjours chez eux à Beyrouth. Vous n'avez peut-être pas été étonné que sa fille, Delphine Seyrig, soit ce qu'elle a été avec une mère pareille. Mais les 2 parents étaient absolument extraordinairement charmants, intelligents. Elle a longtemps hésité avant de devenir actrice. Vos propres parents, votre propre mère, qu'est-ce qu'ils vous ont appris pour que vous soyez en 1922 quelqu'un d'aussi indépendant? Eh bien, ils étaient très sportifs tous les 2, mais surtout en haute montagne, ils skient. Mais sur le lac, eux ne naviguaient pas. Donc c'est avec mon ami, avec les marins qui naviguaient depuis le creux de Gentot, que j'avais appris à naviguer moi-même. Et sur les skis, vous aviez quel âge quand vous êtes monté pour la première fois? Oh, en 1909, j'avais 6 ans. C'était pas drôle, non. Mais plus tard, j'ai commencé à faire le ski sérieusement en 1918. Ça veut dire quoi, sérieusement? C'est-à-dire prendre des vacances. Je louais une chambre chez des paysans à la montagne, je faisais ma popote et je faisais du ski toute la journée.
mais en général avec des amis. Vous avez vécu l'évolution du matériel de ski, ça vous a étonné, ça vous a... Ah, quand on a commencé à faire des concours internationaux, il y avait les Autrichiens qui étaient déjà à la tête de tout, et qui avaient des arêtes métalliques sur les skis. Ça a tout changé le ski. Non, non, c'était passionnant. Je suis encore les efforts d'aujourd'hui. Et la Maillard, puisque vous suivez l'actualité, vous vous intéressez aussi aux femmes et à l'aventure. Qu'avez-vous pensé de l'exploit, puisqu'on a dit que c'était un exploit, en tout cas la réussite de Florence Artaud? Alors, ça m'a donné une joie immense. Immense parce que cette fille m'a l'air authentique. Pour moi, le mot authentique, c'est capital. C'est quelqu'un qui est vraiment ce qu'il dit. Eh bien, elle a aimé naviguer, elle a donné la preuve qu'elle aime naviguer et accepter, elle était forcée, tout ce modernisme de la navigation. Mais quand vous, qui avez navigué bien avant l'heure, quand vous voyez que les journalistes s'extasient sur le fait qu'une femme navigue, ça doit vous agacer, parce que pour vous, c'est évident qu'une femme peut, si elle le veut, naviguer et naviguer seule. Mais écoutez, il y a subconsciemment une sorte de misogynie. Vous ne pouvez pas aller contre. Alors, quand une femme prouve qu'elle est ce qu'elle dit, tout le monde s'étonne. Mais moi, ça ne m'étonne pas. Et la Maillard, je vous propose de regarder une photographie de Mina Tanière. C'est une photographie qu'elle a réalisée au Beau de Provence. On ne va pas aller aussi loin que là où vous êtes allé dans votre vie, mais c'est un bel endroit, une belle carrière qui a servi de décor à Jean Cocteau. Oui, cette photo a été réalisée dans la carrière toujours des Beaux de Provence, mais dans la partie que Cocteau a travaillé, et c'est la porte des enfers qu'on voit derrière, et elle m'intéressait énormément parce qu'elle était fermée. Fermée certainement pour une question pratique, mais bon, qui pour moi me la rendait complètement onirique et faisait basculer le sens un petit peu qu'avait mis Cocteau dedans. C'est l'espoir, je crois que c'est une photo pour moi porteuse d'espoir, c'est dans la mesure où le métissage y est possible, où c'est aussi la paix à l'intérieur d'un couple et des directions, un regard dirigé dans la même direction, les deux regards. Et ça, c'était pour moi deux choses très, très importantes, c'est-à-dire complètement tendues vers un devenir sinon prévisible, en tout cas souhaitable. Et la Maillard, il y a beaucoup de choses qui peuvent vous faire réagir. C'est la paix du couple, regarder dans la même direction, le métissage aussi, un couple mixte réussi. Et enfin Jean Cocteau. Jean Cocteau, vous l'avez connu, je crois. Non, j'ai pas, mais j'ai beaucoup aimé ses livres. Ouais. Il a écrit un livre, La difficulté d'être, où il va au fond du problème. Non, non, Cocteau était un type fantastique. Vous avez, en voyageant, qu'est-ce qui vous poussait à voyager toujours plus loin? Vous avez, il faudrait dire tout ce que vous avez visité, mais enfin en 1930, vous traversiez l'URSS, en 1935, vous traversiez la Chine d'est en ouest à un moment où personne ne pouvait voyager. Qu'est-ce que vous cherchiez dans ces voyages? Je cherchais une tribu heureuse n'ayant pas été touchée par notre civilisation terrible, civilisation industrielle, qui nous amène dans les drames actuels. Et je voulais, puisque le Pacifique, la Polynésie m'échappait, trouver ailleurs quelqu'un qui était resté, de nouveau authentique, mon adjectif, sans notre influence de machine, qui nous mène au fric, qui domine tout, et qui met des fabriques partout et qui abîme la nature partout. Alors, comme j'avais pas d'argent, il fallait que je commence lentement. Et je suis partie pour le Caucase avec une équipe d'étudiants moscovites. Avec 160 roubles, on a fait 6 semaines de voyage, traversé le Caucase à pied, et je suis revenue à Moscou. Et ça m'a éveillé l'intérêt pour l'Asie centrale, qui est comme un grand désert où personne n'allait à part Svenedine. Et alors, je me suis dit, je vais là-bas trouver et vivre pendant 1 ou 2 ans avec une tribu primitive. C'était l'un de mes motifs, donc, pour aller le plus loin possible de l'Europe, où j'étais barré, à cause de cette Première Guerre mondiale. Vous ne vouliez pas connaître les guerres et connaître d'autres guerres? C'est-à-dire que si j'apprenais un métier, il fallait que je vive en Europe.
où je trouvais les seuls gens sympathiques, c'était les pêcheurs bretons ou les guides de haute montagne, ou même les profs de ski, qui étaient toute la journée en pleine nature, en union complète avec le ciel, le soleil. Et pourquoi n'êtes-vous pas resté dans un de ces lieux que vous avez découverts, dans un désert avec des tribus? Pourquoi êtes-vous revenu en Europe? Parce qu'il y avait la guerre civile d'abord au Turkestan chinois, quand j'étais là avec Peter Fleming, et c'était la guerre civile, il n'y a pas moyen de rester. Quand j'étais en Afghanistan, à 3 reprises, par la suite il y a eu la guerre, je voulais rester 2 ans au Pamir et faire une étude ethnologique. Et ces petits projets, donc de m'intégrer à des tribus primitives pour savoir de ce dont je parlais, que ce ne soit pas une construction de l'esprit, que, bon, ils avaient faim s'il n'y avait pas la pluie, ou ils avaient aussi des guerres civiles parfois entre eux, mais enfin, je n'ai jamais pu réaliser ce rêve d'être avec une tribu primitive. Et là, Maillard, on dirait que partout, c'est toujours la guerre qui vous a chassé. Mais parce que la guerre existe partout. Regardez, j'étais 3 fois en Afghanistan, la 3e fois c'était pire que jamais. Alors, quand on vous écoute, vous pourriez être écologiste, vous pourriez être pacifiste, vous pourriez être marxiste. Ou ethnologue. Oui, ethnologue, vous êtes un métier, mais je voudrais parler de l'engagement. Vous n'avez jamais été tenté de militer ou que ce soit avec toutes ces idées que vous avez? C'est-à-dire qu'il y a des quantités de groupes, que j'étais sur le bord des groupes, il y avait toujours des intérêts secondaires, soit politiques, soit ambitieux. Je n'ai jamais fait partie d'un groupe. Il y avait la Croix-Rouge, mais je n'étais pas qualifiée. Attention, il fallait être qualifié, il faut être un docteur ou avoir appris quelque chose. Et j'étais en perte de vitesse la plupart du temps. Et là, Maillard, j'aimerais qu'on voit quelques-unes de vos photos qui ont été exposées d'abord au musée de l'Élysée à Lausanne, une exposition qui va tourner maintenant et qui va voyager. Et elle sera à Bordeaux ces jours prochains. Donc on va voir un petit peu votre carnet de voyage. Là, on voit Alain Gerbaud et vous-même à Cannes en 1923. Ça vous rappelle des souvenirs? Le moment où il part pour New York, tout seul, traverser l'Atlantique. Et j'ai dans la main, j'ai son encre flottante en cas de tempête. Et nous avons partagé notre nourriture pendant 1 mois et demi à Cannes avant qu'il parte. Et nous nous sommes dit, si lui réussit, eh bien, nous réussirons à 2, certainement. Ensuite, on voit un convoi de blé dans le désert de Kizilkoum. Peut-être on va voir la photo. Et je voudrais en profiter pour vous demander si vous avez eu un souci esthétique quand vous avez pris ces photos en noir et blanc qu'on expose aujourd'hui un petit peu partout. Le souci esthétique n'a jamais traversé mon esprit. C'était des photos, notes de voyage. Le carnet de notes le soir, on est trop fatigué pour prendre des notes. Alors, cette photo-là, c'est le départ avec la nourriture sur un animal et les chameaux de Bactriane pour aller traverser le nord du Tibet. Et là, Maillard, je repose la question que j'avais posée en début d'émission. Qu'est-ce que vous pensez de la notion d'aventure que nous avons aujourd'hui, de l'exploit qui est souvent très technique, très pointu, qui ne représente plus des années de voyage ou de vie marginale. Au contraire, pour faire un exploit aujourd'hui, il faut être très intégré, avoir des sponsors, etc. Mais l'exploit est conditionné par le fric. C'est toujours cette saloperie de fric qui mène le monde. Et c'est ça ma révolte de base, parce qu'il y a des gens très sympathiques et ils sont en train de courir après le fric et puis ils ne pensent plus qu'à ça. Et là, Maillard, on va encore voir une photo. Cette photo-là est très intéressante, c'est près de la mer d'Aral, que les ingénieurs soviétiques ont mis à sec en faisant mourir de faim tous les villages aux alentours, les 2 grandes rivières qui descendaient d'Etienne Cham, sur laquelle j'avais navigué, sur la Moudaria, et maintenant à sec. Et la mer d'Aral est aux 3/4 à sec avec tous les cargos échoués et le vent de sable qui emmène le sel dans tous les villages environnants. Comment est-ce que des ingénieurs ont fait ça en Russie? C'est impensable. Quel est le pays qui vous tient le plus à cœur? J'ai l'impression que c'est le Tibet, peut-être, aujourd'hui. N'est-ce pas, le Tibet, c'était des gens qui, d'après tous ceux qui ont vécu longtemps,
vous aviez des officiels britanniques qui passaient 3 ans pour leur travail au Tibet. Ils disaient que c'était des gens qui étaient souriants et heureux. Bon, il y a des salopards un peu partout, c'est pas pour dire qu'ils étaient tous parfaits, mais avec cette conquête terrible de la Chine, avec plus de 200 000 Tibétains échappés, nous savons que le Tibet est mourant. Le Dalai Lama pourra rien faire. Alors c'est cette injustice envers un peuple qui était heureux, paraît-il, moi j'ai jamais vécu avec eux longuement, qui me fend le cœur. Et les Tibétains continuent à souffrir jour après jour des Chinois, c'est ça qui est horrible. Vous avez toujours des contacts avec le monde et avec les pays que vous avez traversés. Vous vous intéressez toujours à l'actualité? Alors, ça c'est très facile à répondre, parce que comme gagne-pain, à partir de 1957, grâce à Connaissance des Arts et André Barret, j'ai commencé à être guide culturel pour des voyages en Asie, et Bali, et Polynésie, non pas Polynésie, Indonésie, et aller donc chaque hiver en Asie. Et comme ça, commencer à connaître les pays un peu mieux, malheureusement sans avoir appris les langues. Donc ma connaissance reste très superficielle, mais j'avais cette soif de connaître ce pays, tous ces pays inconnus de l'Asie, à part la Sibérie où je n'ai pas été. Et là, Maillard, je vous propose une réflexion sur la vieillesse grâce à une femme qui était interviewée par Ange Casta en 1966. Le titre était joli, c'était « Le temps s'en va, madame », mais il s'en va aussi pour l'émission. Ce qui m'aide à vieillir moins vite, dans le fond, c'est de travailler. Moi, j'ai des tas de jeunes femmes autour de moi. Quand vous parlez de travailler, est-ce que vous parlez de travailler à l'usine ou vous parlez de toute l'activité que vous avez? De toute mon activité. Et puis le travail aussi de l'usine. Le travail par lui-même, non. Parce qu'il me déplaît au plus haut point, c'est désagréable comme tout. C'est milliers de petits gestes par jour, enfin, etc., comme on fait dans ces usines de métallurgie, quoi. Mais c'est l'ambiance de la camaraderie, des jeunes femmes qu'il y a autour de moi, mais même des femmes, des dames les plus âgées. C'est toute cette ambiance. Parce que il faut bien, quand on est 9h30 renfermé dans une usine, avec 1 heure de déjeuner en plus, l'heure de trajet le matin, on est obligé quand on rentre, d'avoir quelque chose qui nous y attache. Bon, bah c'est pas le patron ni le travail que l'on fait qui nous attache, nos amis, nos camarades, tout ce qu'il y a autour de nous. Et ben on a des moments, mais on rit, mais on se crée des choses pour s'amuser, pour se détendre, pour rire, entre nous entre nous toutes, les jeunes, les moins jeunes et les vieilles dames, qui nous permet de rester plus jeunes. Moi, je trouve que ça doit être aidé. Parce que je pense que la femme qui reste chez elle, dans son ménage, toute seule, toute une journée, entre ses pommes de terre à éplucher, son mari qui va rentrer, les choses à lui préparer, ben moi, je trouve qu'elle doit vieillir beaucoup plus vite. Qu'elle se réalise pas, cette femme qui reste chez elle. C'est vraiment dommage. C'est quand même un cas exceptionnel vous-même, parce que vous venez de dire que le métier que vous faites n'a pas d'intérêt pour vous, qu'il n'y a que le cadre, enfin le climat dans lequel vous le faites, le climat de camaraderie dans lequel vous le faites qui vous aide, mais je crois que ça vient aussi de ce que vous avez une action qui vous permet de vous exprimer aussi. Oui, sûrement. En laissant de côté d'ailleurs la signification que peut avoir cette action que vous avez, puisqu'elle n'a pas de rapport avec l'émission, mais l'action que vous avez fait partie du besoin d'exister que vous avez. Oui, absolument. Absolument. Et à nous permettre d'être dynamiques, rester jeunes, comprendre, réaliser toujours plus de l'avant les choses qui doivent être, à rester plus jeune, à moins vieillir, sûrement. Et là, Maillard, le vieillissement, c'est quelque chose qui a été un souci pour vous, simplement parce que ça pouvait peut-être représenter d'arrêter de voyager. Quand est-ce que vous avez arrêté de voyager? À quel âge? Eh bien, j'étais à Lhasa en 86, j'étais encore en 87 au Turkestan chinois qui est en train d'être complètement modernisé. Ça va à une vitesse folle et pollué de tous les côtés. J'ai donc arrêté en 87. En 87, donc vous aviez un petit peu plus de 80 ans. Ben, j'ai 88 aujourd'hui. Et ça vous manque le voyage aujourd'hui? Non, parce que physiquement je peux plus. J'ai 2 hanches artificielles et puis la fatigue et puis des tas de choses à mettre en ordre avant d'aller sous les pâquerettes, comme je dis. Non, il faut accepter. Le temps présent est la seule chose valable. La lumière de perception, c'est le présent
immédiat. Le passé, c'est mort. L'avenir peut vous être utile, je ne sais pas comment, il faut le préparer. Si vous voulez avoir une maison de retraite, il faut y penser. Mais le moment présent est tellement important. Parce que j'ai cette espèce d'image. Vous avez le temps avec le passé, le présent et l'avenir. Et puis, le moment présent, c'est l'esprit qui traverse le développement dans le temps et qui fait le moment présent où nous sommes maintenant. Il y a en vos yeux et en mes yeux la lumière de perception. La lumière de perception, c'est le seul inchangeant qui est là depuis la naissance jusqu'à la mort. Cette lumière de perception, c'est le mystère suprême. C'est la présence de l'esprit, la chose la plus importante devant laquelle on se met à genoux. Il n'y a pas besoin d'aimer les religions ou quoi que ce soit, ou de fabriquer un Dieu qui est fabriqué par le mental. Ce moment présent, c'est le mystère suprême. On tombe à genoux, personne ne peut l'expliquer. Qu'est-ce que c'est que la vie, que vous et moi soyons vivantes en ce moment. Alors, cette chose-là est capitale, et c'est ce que les hindous appellent le vrai « je », qui est là tout le temps. Alors, quand on part à la recherche de la vérité, moi j'avais la question classique, qu'est-ce que c'est que le réel dans le moment présent? Oui. Mon pasteur me riait au nez, j'étais protestante. Il croyait que j'étais folle. C'est la question de base. Quand vous arrivez chez un sage, il éclate de rire et il dit « Mais vous êtes le réel. Vous ne pouvez pas le trouver, vous l'êtes. Bon, de même que vous ne pouvez pas voir votre œil. Vous ne pouvez pas prendre l'œil pour le voir. Eh bien, vous êtes le réel. » Alors vous restez près du sage en disant « Mais alors, si toi tu me réponds comme ça, je reste ici, tu vas m'aider à voir le réel. » Et c'est ce que eux appellent le vrai « je ». C'est l'inchangeant qui est là tout le temps. La peau change, les idées, le mental changent. Cette boîte crânienne, tout ce qu'on fout dedans depuis l'enseignement et tout ce qu'on lit, tout ce qu'on entend. Les émotions changent tout le temps. J'adorais les chats, j'adorais les bateaux à voile, etc. Mais tout ça, les émotions changent. Qu'est-ce qui ne change pas? L'inchangeant, ce que j'appelle la lumière de perception. La conscience de soi, être. L'être avec un grand « alors là, on tombe chez les philosophes qui sont dans le dualisme entre l'observateur et la chose observée, alors qu'il faut être ce que nous sommes vraiment et qui est au-delà du temps. Alors c'est ça qui est la chose importante. Et je crois que le fait d'avoir passé toute la Deuxième Guerre mondiale en Inde m'a aidé à résoudre cette recherche capitale. Et là, Maillard, quand vous dites « j'ai des choses à mettre en ordre », qu'est-ce que ça veut dire? Des amoncellements de photographies, comme pour le musée de l'Élysée. Ils ne veulent pas que je jette quoi que ce soit, mais il faut les classer. Et je m'étais jamais rendu compte que j'étais photographe soi-disant professionnel, et j'ai jamais bien classé ces photos, à part les photos noires et blanches, avant la couleur en 1945. Là, j'étais obligée pour mes livres. Parce que n'ayant rien à manger dans le sud de l'Inde, mes éditeurs anglais me demandaient des livres et il fallait que je les illustre avec des photos passées. Alors là, c'est ce que j'avais classé pour le musée de l'Élysée qui est maintenant à Bordeaux. Alors, tout d'un coup, on me déclare photographe. C'était sans le vouloir, j'allais dire. C'était pour prendre des notes de voyage. Mais alors, il y a des quantités qui sont à mettre en ordre. Et ça, ce que vous avez à mettre en ordre, vous le faites parce que c'est une demande. Mais vis-à-vis de vous-même, qu'est-ce qui vous reste encore à faire? À actualiser toute la sagesse que j'ai apprise, en partie émotionnellement, en partie intellectuellement. Mais il faut devenir ce que l'on dit. Il ne faut pas être un mensonge vivant. Et alors là, il faut la retraite. Et je pense que j'ai atteint l'âge de la retraite. Et ma première réponse quand l'ambassade de France m'a parlé de vous, j'ai dit je l'envoie au PIV, j'ai autre chose à faire que d'aller me promener à Toulouse. Et puis ça se combine avec Bordeaux, j'ai dit il y a un signe des temps. Nous sommes des marionnettes au bout d'un fil, nous sommes menés. Faut pas croire que moi j'ai décidé quoi que ce soit. J'avais comme voisine Miette de Saussure qui a transformé, sans elle je ne serais rien. J'aurais cafouillé à Genève en faisant Dieu sait quoi, j'aurais fait n'importe quel métier à Paris, ce que j'ai d'ailleurs fait aussi. Mais enfin, il y a cette authenticité de rester vrai en face de ce qu'on a pensé et des réactions profondes.
Je ne sais pas, vous n'aviez pas envie forcément de venir. En tout cas, je ne pense pas vous apprendre moi grand-chose, et c'est très certainement rien. Mais en tout cas, moi, j'apprends beaucoup avec vous. Et j'ai envie de parler avec vous de la mort. Est-ce que vous en avez peur de la mort? Mais je l'attends avec impatience, parce que j'ai des charges maintenant, enfin des devoirs, disons, qui me... Mais j'ai un chalet à la haute montagne qui est un vrai paradis en plein ciel. C'est un peu un voyage à travers l'espace. Non, la vieillesse... Bon, je peux plus faire du ski, c'est très dommage. Je peux plus naviguer, c'est très dommage. Mais il faut être dans le moment présent. Il faut être authentique, je reprends. Mais il y a un poète hindou qui disait si tu pleures après si la nuit tu pleures après le soleil, tu ne verras jamais les étoiles. C'est un petit peu ça que vous faites. C'est que on regarde ce qu'il y a à regarder sur le moment. Le moment Même si présent, c'est la nuit. mais c'est la seule réalité. Je suis en face de vous. Bon, eh bien, j'avais d'abord dit non, et puis arrive Bordeaux. J'étais obligée de dire oui pour finir. Bon, eh bien, c'est pas moi qui ai décidé, c'est les circonstances. Nous sommes menés par le bout du nez. Bon, je peux préférer peut-être du café au thé ou vice-versa à la fin d'un repas. Disons que je sois libre. Mais j'aimerais avoir des cheveux blonds. J'ai pas de cheveux blonds, j'ai des cheveux blancs. Et là, Maillard, quand vous êtes pendant 6 mois en haute montagne, dans votre chalet, vous y êtes seul, vous aimez la solitude, je crois. Énormément, toujours. Vous avez toujours aimé? Oui. Il faut aimer la solitude pour pouvoir voyager? Non, il faut aimer la solitude quand on a... Écoutez, si vous êtes en ville, à attendre que le téléphone sonne, à attendre que la poste et le courrier vous arrivent quelque chose, vous êtes foutu, vous ne vivez pas pleinement, vous êtes tout le temps à côté de la plaque, pas dans le moment présent. Donc, il faut pouvoir vivre seul pour apprendre à vivre bien. Et là, Maillard, merci de nous avoir... merci d'être venu puisque vous ne vouliez pas venir. Et bonne chance. Merci.